Donc, bonjour à toutes et à tous. On vous prie de nous excuser, on a des petits soucis techniques. Mais comme c'est déjà une tradition dans notre séance de cette séminaire de genre et féminisme aux Amériques latines, on fait un point sur la LPPR et les relations avec la situation de travail et la situation où se trouvent les étudiants et les gens de l'université à ces moments en France. Donc, Ophé va nous présenter un petit vidéo qu'on va vous présenter avant les débuts de la séance. Ophé. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui on va vous présenter cette vidéo qui en 4-5 minutes vous présente la situation qui va être vécue dans l'enseignement supérieur suite à la loi qui a été promulguée. Et cette intervention, cette vidéo, c'est principalement sur les conséquences au niveau économique et les conséquences des logiques de compétitivité qui vont être impulsées voilà, avec cette nouvelle loi. Donc, je te laisse, Anna, la mettre en route. Oui, attendez-moi juste une seconde. Hop. Parce que j'ai le son. Okay. Est-ce que vous voyez du coup mon écran? Vous m'entendez? Oui. Ok. Hop, du coup je lance. Je m'appelle Hugo Harari-Kermadec, je suis économiste à l'université Paris-Saclay qui vient d'être classée 14e au classement de Shanghai des universités mondiales. Au même moment où cette université est créée en 2020 et apparaît tout en haut du classement, le gouvernement français fait passer une loi qui est complètement inspirée de la logique du classement de Shanghai, une loi qui pense que la recherche est un espace compétitif où il faut sélectionner les meilleurs et faire disparaître les autres. C'est la logique annoncée par le président du CNRS, Antoine Petit, comme étant une logique darwinienne de sélection des meilleurs. La LPPR, c'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui doit être votée à l'automne 2020. Est une loi qui va financer les universités et les laboratoires de recherche, principalement à travers des mécanismes concurrentiels, y compris les fonds qui avant étaient des fonds automatiques. Il n'en restait plus beaucoup, mais il en restait un petit peu, qui allaient au laboratoire. Cette logique-là, ça va concentrer les moyens encore plus qu'ils ne le sont déjà, puisque aujourd'hui on a 80% des moyens de recherche compétitifs, les projets ANR par exemple, qui vont dans uniquement 20 établissements sur la centaine d'établissements d'enseignement supérieur français. Et donc, avec cette nouvelle loi, si elle passe, on va avoir quasiment la totalité des financements qui iront à ces 20 établissements. Parmi ces 20 établissements, celui qui touche le plus d'argent des fonds d'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche française, c'est l'université Paris-Saclay, celle à laquelle j'appartiens et celle qui a été classée première parmi les universités françaises au classement de Shanghai. Alors, il a touché, entre autres, de l'ordre de 1 milliard, pratiquement 1 milliard d'euros pour construire des nouveaux bâtiments sur le campus de Saclay et en même temps financer largement des projets de recherche, beaucoup plus que partout ailleurs dans le territoire français. Alors, on pourrait se dire que la concurrence entre universités, la concurrence entre chercheurs, ça aide à produire plus de recherche de meilleure qualité. En réalité, quand on est dans une logique darwinienne, ça sert essentiellement à concentrer les moyens plutôt que à créer de la compétition qui serait productive. C'est plutôt de la compétition destructive puisqu'on va faire disparaître la plupart des concurrents dans cette affaire. Et donc ça crée une université à deux vitesses, une université très bien financée avec beaucoup d'argent pour faire de la recherche et du coup pour faire de l'enseignement de bonne qualité avec un beau taux d'encadrement des étudiants. Et de l'autre côté, d'une université de seconde zone, avec très peu de moyens, en particulier pour la recherche, et donc des personnels qui sont essentiellement enseignants, ou personnels techniques et administratifs, et très peu de temps pour faire de la recherche. Et il se trouve que les populations étudiantes ne sont pas du tout réparties de façon homogène entre ces deux types d'établissements. Les étudiants qui vont dans les établissements bien financés, c'est des étudiants issus des classes supérieures, et les classes populaires qui accèdent
de plus en plus à l'université et à l'enseignement supérieur en général, heureusement, le font essentiellement dans les établissements qui sont hors course pour les financements compétitifs, pour le classement de Shanghai, pour la recherche d'excellence, et qui se retrouvent du coup dans des établissements sous-financés et sous-encadrés. Donc la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui semble être une loi purement recherche, en réalité, c'est une loi qui va avoir un effet sur l'enseignement et sur les conditions d'études, en concentrant les moyens dans les établissements où il y a les enfants des classes favorisées et en créant encore davantage de difficultés pour étudier là où il y a des étudiants des classes populaires. Hop, donc j'arrête le partage. Okay. Merci Anna. C'est à vous. Nous avons... Oui. Juste une petite précision, pour la vidéo, comme ça apparaît, on peut la retrouver sur le site de universitéouverte.org. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. Tu peux y aller. Merci Anna, merci Ophé. Bon, on va commencer donc la séance. On a toujours un petit problème avec notre discutant qui n'arrive pas à se connecter, mais on va essayer de les régler pendant les communications. Notre séance d'aujourd'hui s'appelle « Genre, politique publique et subjectivité dans le Brésil contemporain » et on va avoir le plaisir d'écouter Miriam Grossi. Elle est enseignante-chercheuse en anthropologie sociale à l'Université fédérale de Santa Catarina au Brésil et elle va nous présenter une communication intitulée « Genre, pandémie et absence de politique publique au Brésil de Bolsonaro ». Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Diego Paz, qui est doctorant en psychologie sociale et études de genre à l'Université Paris 8 et aussi à l'Université catholique du Pernambouc au Brésil. Il est membre du LEGS, du laboratoire LEGS. Il va nous présenter une communication intitulée « C'est construire dans les LGBT-phobies, capacité d'agir et production de soins en contexte politique brésilien ». Chacun, Myriam et Diego auront environ 30 minutes pour parler et ensuite nous aurons le plaisir d'avoir Eric Fassin, s'il arrive à bien se connecter, comme discutant. Eric Fassin est professeur à l'Université Paris 8 et aussi membre du LEGS. Et bon, voilà, si on suit la déroulée de notre séance, je vais donner la parole à Myriam. Je vous prie, Myriam, d'ouvrir votre caméra et votre micro. Oui. Bonjour, Fernande et tous. Je suis très contente de cette invitation, de la possibilité d'être avec vous cet après-midi. Bon, pour moi, c'est l'après-midi, je sais que pour vous, c'est déjà le soir. Au départ, quand je me suis proposée d'intervenir dans ce séminaire, je pensais que je serais en France et qu'on en serait en présentiel. Mais en fait, la pandémie, tant en France qu'au Brésil, nous a menés sur cette longue durée du virtuel. Bon, mais cela me permet aussi de pouvoir intervenir, d'être avec vous. Et je suis vraiment très contente de pouvoir en discuter. Juste pour dire, bon, moi, là, je me demanderai à Fernande de mettre sur l'écran les images que j'ai préparées. Je sais que, bon, plusieurs d'entre vous sont brésiliens, donc vous connaissez la situation qu'on a au Brésil avec Bolsonaro. Et je vais juste, essayer de penser, et j'imagine un peu avec vous, qu'est-ce qui est en train de, comment pouvons-nous réfléchir sur tout ce qui est en train de passer au Brésil depuis 2 ans et 3 mois avec le gouvernement Bolsonaro.
d'un point de vue de genre, puisque je m'étonne sans arrêt de combien la presse et les interprétations, disons, des intellectuels publics au Brésil sont très peu, elles touchent très peu aux questions de genre quand elles analysent plusieurs situations qui se passent. Donc, j'essaierai de penser un peu à cela. Et bon, on n'a que 30 minutes, donc ce sera quand même assez rapide pour penser à ces questions. Tu peux passer au prochaine image. Donc, qui est là. Je commence. Hier, dimanche 21 mars 2021, c'était l'anniversaire du président brésilien Jair Bolsonaro. Et l'ont montré avec sa femme Michelle en face du palais de Alvorada, siège du gouvernement brésilien, où il distribuait une part de son gâteau d'anniversaire à des supporters qui criaient, comme toujours, mythe, mythe, que c'est la façon dont il est connu par ses supporters. Ils étaient tous habillés en jaune, vert, bleu, les mêmes couleurs du gâteau, qui sont les couleurs du drapeau brésilien. AP, couleurs qui ont été, ce drapeau et ces couleurs qui ont été happées par l'extrême droite depuis les grandes manifestations de juin 2012 qu'on considère maintenant comme le début de cette ascension de l'extrême droite au Brésil. Peu d'entre eux portaient un masque. L'image n'est pas très bonne puisqu'elle montre encore quand ils étaient avec les masques, mais après tout de suite ils l'ont enlevé. Peu d'entre eux portaient un masque pendant toute la cérémonie et les caméras ont montré beaucoup d'accolades et de poignées de main du président et de sa femme qui, elles, on voyait par les images télévisées, étaient nettement gênées d'être là. Je fais une parenthèse, je suis en train d'étudier aussi en ce moment les discours des astrologues brésiliens de droite et de gauche sur ce moment, et il y a plusieurs interprétations que le couple Bolsonaro est déjà séparé par les questions astrales, etc. Je reviendrai peut-être plus tard, on peut en discuter. Là, donc, face à la petite foule qui s'agglomérait en face des grilles du jardin, il a réaffirmé encore une fois qu'il était contre l'isolement social, car, j'ouvre les guillemets, le peuple veut travailler, que le Brésil, guillemets, ne sera jamais socialiste et qu'il ne sortirait de la présidence que par la main de Dieu. Cette scène très pathétique représente bien le moment politique et sanitaire brésilien et porte en soi plusieurs éléments pour notre analyse de genre de la politique brésilienne. À la tête du gouvernement depuis janvier 2019, Bolsonaro n'arrête pas de scandaliser le monde, mais continue à être soutenu par environ 30%, parfois un peu plus, jamais moins, de Brésiliens fidèles à sa politique et à lui-même, cet homme politique qui s'est construit dans l'ombre des militaires pendant les 30 ans de la période démocratique au Brésil, qu'on a comme un moment de, disons, de début, l'année 1988, quand on a eu notre constitution actuelle qu'on appelle la constitution citoyenne. Bon, je vais montrer quelques images et réfléchir un peu avec vous sur 6 points. D'abord, sur ce qui est le plus évident, cette mise en scène de la masculinité hégémonique dont Bolsonaro est un grand représentant. Puis, les attaques qu'il fait contre les femmes et les homosexuels et bon, tous ceux qui sont différents. Troisièmement, je vais penser un peu sur ces stratégies d'appropriation, de représentation de gauche, stratégie d'extrême droite, de la façon dont il se réapproprie des formes de sa sphère politique et tout de la gauche, et cette négation de la science, qu'est-ce qu'elle peut représenter? Je réfléchis, bon, dans la continuité, sur pourquoi et comment il a ce soutien de femmes de droite. Et puis je finis en pensant à la famille Bolsonaro, qui est sa femme, ses 4 fils, sa fille, et qu'est-ce que cette famille représente en ce moment dans la société brésilienne, qu'est-ce que c'est
défense inconditionnelle de la famille. Et puis, comme dernier épisode, je reviendrai à un épisode récent de la semaine dernière, quand une femme médecin a été invitée à peut-être être le ministre de la Santé. Et là, je reprendrai combien ces questions de genre et la violence de genre y est présente. Et on a revu le président Bolsonaro et la presse dans la façon dont les femmes sont traitées par ce gouvernement. Bon, on peut passer au prochain. Oui, merci. Donc, en pensant à cette mise en scène de la masculinité hégémonique, très attaché donc à la politique et émotionnellement à l'ex-président Trump des États-Unis depuis la pandémie, le début de la pandémie, en mars 2020, donc il y a un an, Bolsonaro a adopté le même discours xénophobe contre la Chine, en appelant donc le Covid-19 de virus chinois et en attaquant, tout ça avec guillemets, les communistes chinois de leur impérialisme et désir de dominer le monde, et que ce virus avait été fabriqué en laboratoire et transformé donc par ce virus une façon d'hégémonie communiste sur le monde. Les charges contre la Chine ont continué pendant toute l'année 2020 au début c'était le virus chinois et puis c'était donc le vaccin chinois, le Coronavac, qui il y a 6 mois a été commencé à être produit dans un laboratoire public, le laboratoire Butantan à São Paulo, et contre toutes les Bolsonaro, et je reviendrai plus tard à ces questions sur le vaccin et sa négation de la science. Ces déclarations, ajoutées à celles du ministre des Affaires étrangères, l'abruti Ernesto Araújo, et de son fils, le sénateur Eduardo Bolsonaro, ont provoqué une importante crise diplomatique avec l'ambassade chinoise et le gouvernement chinois au Brésil. Rappelant que la Chine est le principal marché exportateur de grains, de viande et d'autres produits de base de l'agro-industrie brésilienne, les conséquences des attaques contre les communistes chinois, comme ils étaient traités, n'ont pas été plus dramatiques pour la balance commerciale brésilienne que grâce à l'intervention diplomatique et apaisante des rapports bilatéraux des 2 politiciennes femmes de droite, l'actuelle et l'ancienne ministre de l'Agriculture, donc l'actuelle Teresa Cristina, et l'ancienne Cátia Abreu, qui a été ministre et qui est toujours très proche de Dilma Rousseff, l'ex-présidente. Bon, je reviendrai un peu à penser sur pourquoi Bolsonaro et qui sont ces femmes qui soutiennent Bolsonaro d'une façon inconditionnelle. Mais donc, là pour dire que ce sont toujours dans le gouvernement Bolsonaro, on voit à plusieurs moments, il y a très très peu de femmes dans son gouvernement, mais ça leur revient assez souvent d'être les intermédiaires, celles qui vont justement apaiser les différentes positions politiques après des attaques très virulentes de la part du président et de plus en plus de ses fils et de quelques-uns de ses ministres. Je pense qu'on peut passer vers l'autre. Je suis en train de lire le texte, je ne vois pas l'image, mais je pense oui, merci. Donc, je continue sur le deuxième point. Les attaques contre les femmes et les homosexuels et tous les groupes différents. Et après, je reviendrai vers la fin contre les Indiens et les Noirs, etc. Bon, comme on le sait, il y a déjà pas mal d'analyses, d'interprétations, pas encore assez scientifiques, mais dans la grande presse, que Bolsonaro a une masculinité très fragile et que c'est le modèle accompli de ce macho latino-américain, le fils de sa maman, la maman est sacrée, qui est toujours dans cette situation de dispute d'honneur, qui est le plus homme que moi,
Un modèle que je ne vais pas m'attarder ici, mais qui a été très bien étudié par Piet Rivers, Bourdieu, Pellistian et toute une série d'anthropologues au début des années 60 du XXe siècle, et qui est ce que est compris en anthropologie comme ce modèle d'honneur et de vertu du monde méditerranéen. Et on va voir par ses paroles, par la façon dont il intervient tout le temps, qu'il est toujours dans ce modèle de dispute d'honneur. En se souvenant, si on reprend ces auteurs, que pour un homme être honoré, il faut qu'il prenne en charge la vertu, donc la sexualité des femmes de sa famille, et qu'il doit être toujours en dispute, parce que c'est dans la dispute qu'on reprend l'honneur des autres qu'on détruit. Donc, dans cette situation méditerranéenne de dispute d'honneur, l'honneur n'est jamais conquis et n'est jamais prise et que tu l'as en soi, mais tu es toujours en train de la disputer et de la conquérir. Bon, dans ce sens, Bolsonaro, et on va voir plus tard dans une autre image avec ses fils, une des façons dont il se met toujours et que c'est devenu son image, c'est une arme à la main. C'est comme ça, non? Et même des enfants et dans toutes ces grandes manifestations publiques, c'est cette image de l'homme à l'arme à la main qui est l'image de cet homme puissant, guerrier et militaire dont il a même en étant mise en dehors de l'armée, il se dit toujours, et il est ce représentant de cette armée très violente et avec ses traits de masculinité. Il est toujours, en-delà de son discours, ses discours sont toujours très, très violents. Et entre autres, il a quelques groupes qui sont les groupes très attaqués, en particulier la presse. Tous les jours, la presse est attaquée en face dans ses déclarations publiques en face de sa résidence. Et il s'attaque aussi de plus en plus, et peut-être on va revenir un peu vers la fin, contre les scientifiques, contre la science. Et pour lui, on pourrait dire que ce sont justement presse scientifique, mais aussi femmes et homosexuels qui sont donc les points centrales de ces attaques. Toujours, il est en train et on le connaît depuis les années du gouvernement Dilma. C'est un des moments où il a commencé à être connu par la grande presse jusqu'au milieu des années 2000-2015, et c'est par là au début du gouvernement Dilma en 2011, plus ou moins par là, qu'il devient très connu par sa dénonciation systématique de ce qu'il appelait le kit gay. Le kit gay était un projet imaginaire, donc, mais qui a eu toute une grande répercussion dans la presse et dans l'Assemblée nationale, les assemblées municipales, etc., qui a débarqué plus tard dans ce mouvement qui est international contre l'idéologie de genre, mais il y avait déjà ce germe, ce début de ce mouvement qui venait de cette attaque justement à des politiques publiques des gouvernements Lula et Dilma, des politiques au niveau de l'éducation qui prônaient de l'éducation non sexiste et non homophobe, non lesbophobe, etc. Donc, ce qu'il a appelé à cette époque-là kitsch gay n'était autre que des petites vidéos pour passer à l'école et puis tout un matériel didactique très ingénu. Et ce qu'il montrait à la télé, c'était des images de sexe, etc., personnes nues, en disant, voyez ce qu'ils veulent faire avec vos enfants. Donc, ce kit gay est devenu presque un modèle d'attaque en permanence. Puis, dès le début, et toute sa campagne, il a faite dans cette attaque à l'homosexualité, parce que c'est vrai, il parle avec ses supporters qui sont ces hommes hétérosexuels, pour la plus grande majorité blancs,
des hommes de couche moyenne, mais aussi des couches populaires, qui se sentent très menacés par le féminisme, par l'émancipation des femmes. Et donc là, c'est son public où il se prend très bien, et un public qui se sent toujours très menacé et qui est dans la culture brésilienne de cette peur d'être déclassé en tant que non hétérosexuel, en tant qu'homosexuel, PD, gay, etc., qui est, disons, cette grande peur dans la construction culturelle de la masculinité hégémonique au Brésil. Donc, tout de suite après son élection, au premier carnaval, celui de 2019, il s'est attaqué à, il est toujours dans les réseaux sociaux. C'était la fameuse scène du Golden Shower, qui c'était une scène, bon, soi-disant, qui se passait pendant le carnaval, et il montrait cette dépravation des gays dans le carnaval, qu'il ne fallait pas y être. Puis, pendant ce gouvernement, il y a eu plusieurs moments où il s'est attaqué des journalistes en disant TPD ou quoi. Et un des épisodes qui a été bien marqué, c'était celui du Guaraná, donc cette boisson brésilienne, le Guaraná rose, le Guaraná Jesus, au Maranhão, qu'il a pris un verre de ce Guaraná, et puis il disait, voyez maintenant, je suis devenue boyola, ça veut dire je suis devenue PD, et donc tout ça a créé aussi tout un débat et même des questions stratégiques au niveau du débat. Là, c'était aussi parce que Maranhão est un des États qui est conduit par un gouverneur de gauche. Donc, il y avait cette question-là qui était là. Mais ces attaques à l'homosexualité sont permanentes toutes les semaines. On a des exemples là-dessus. Je pourrais passer des heures et des heures à y parler. Bon, tu peux passer vers l'autre image, qui est celle donc de ces attaques. Ah non, je pense, pardon, en fait, c'était, maintenant que je vois ici très petit, c'était celle d'avant, un peu, de Maria de Rosário. Bon, si tu pouvais passer par là, oui, deux en avant, encore une, celle d'avant, oui, donc là, c'était ça, c'était les attaques, non, la suivante, oui, merci. Donc, au-delà donc des attaques contre homosexualité, homosexuels, etc., ces attaques contre les femmes sont très connues et très fréquentes. Donc, celle qui a été la plus connue du temps où il était député, c'était celle qu'il a fait contre la députée Maria de Rosário, où il lui a dit « je ne te viole pas parce que tu es moche ». Bon, là, elle a ouvert un procès contre lui, il a perdu, mais c'est devenu justement un modèle de sa façon de traiter les femmes. Aussi, on ne peut pas oublier sa déclaration publique lors de la destitution par l'impeachment, qui est en vrai le coup d'État contre le président Dilma Rousseff, où il a déclaré qu'il votait pour la destitution de Dilma en honneur de son tortionnaire. Donc là, c'était aussi un autre moment fort de la politique brésilienne et des attaques d'une extrême violence pathologique que régulièrement il le fait contre ses soi-disant ennemis, et en particulier les femmes sont très attaquées. Les femmes journalistes, à plusieurs reprises, là il y a une image, mais à plusieurs reprises, elles sont attaquées en tant que femmes, comme imbéciles, incapables, etc. Et aussi récemment, on a eu cette scène avec une femme, Patricia Campos Melo, qui est une journaliste très reconnue, qui a eu plusieurs prix de la Folha de São Paulo, où il a fait toute une analogie sur son désir d'avoir, en portugais on dit, un trou pour quand on fait une découverte journalistique. Et il a fait toute une analogie de ce trou avec son vagin, et publiquement, ça a été aussi un moment de ces attaques de Bolsonaro. Mais je passerai un peu plus, juste pour dire encore que cette incitation
de Bolsonaro à la violence contre les femmes, les gays, les questions raciales, etc., elle est très présente en ce moment dans toutes les activités publiques qu'on fait au Brésil, des lives comme celle-ci, des séminaires, des réunions, des rencontres, où on est de plus en plus envahi par ces hordes de supporters de Bolsonaro qui entrent dans un séminaire comme celui-ci et commencent à projeter des symboles nazis, commencent à projeter des images pornographiques, commencent à agresser surtout les femmes, et en particulier si ce sont des femmes noires. Qui se passe. Il y a, toutes les semaines, je reçois des communications d'amis en disant oh, on a été attaqué aujourd'hui ou hier, il y a eu ceci, cela. C'est horrible, la sensation d'être attaqué. Donc là, c'est ce modèle, cette incitation à l'attaque anti-femme, misogyne et à l'attaque homophobe, lesbophobe, transphobe dont ses supporters le suivent. Bon, je passerai donc au troisième point, qui est quelques images plus loin. Attends, je vais regarder sur les miennes ici. Oui, on a déjà vu cela. Ah oui, donc je reviens sur cette image de C'est une dictature pour penser aussi très rapidement avec vous sur, d'une part, on a un Bolsonaro très violent dans ses attaques de masculinité, misogyne, homophobe, raciste, etc. Mais de l'autre part, et on a de plus en plus ce que plusieurs chercheurs, et je cite entre autres Letícia Cesarino, sont en train de penser sur quelles sont les stratégies visuelles et de communication qui sont utilisées par les mouvements et les gouvernements d'extrême droite pour construire leur discours politique. Et là, c'est un exemple entre des dizaines d'autres exemples. C'est tous les jeudis, Bolsonaro fait justement une live publique où il invite des ministres, des gens proches à lui. Et là, par exemple, je mets juste une phrase qu'il a dit, c'est une dictature. Il était en train de parler sur justement la pandémie, le vaccin, etc. Que ces scientifiques qui veulent le lockdown, les gens qui sont enfermés à la maison, et disaient mais ça c'est une dictature, quelque chose contre la liberté d'expression. Donc liberté d'expression, dictature, ce sont des concepts et surtout la façon dont ces supporters font leurs manifestations, très inspirés par des modèles sémiotiques, des manifestations qu'auparavant, qu'on a eu, par exemple, dès le mouvement des Diretas Já, tout au début de la démocratisation au Brésil, de ces peintures sur le visage, la façon, les couleurs, de façon comportée. Je vous disais au début que les couleurs jaune, vert et bleu, un peu moins, sont devenues des couleurs insupportables. On ne peut rien faire maintenant avec ces couleurs parce qu'elles ont été happées par ces mouvements d'extrême droite comme leur symbole particulier, des symboles qu'auparavant, c'était des symboles nationaux et qui, disons, étaient unificateurs de la société brésilienne. Donc là, c'était juste un exemple de montrer combien ces discours, comme on l'a déjà vu dans d'autres analyses, par exemple, même à propos de Sarkozy, quand en France, il faisait, il attaquait ces discours islamophobes qui étaient dans le sens de voyez ces pays un tel ou un tel, ils ne respectent pas leurs femmes, ils les obligent à porter du voile, les femmes n'ont pas les droits, etc. Donc on voit exactement ce même retournement. Aussi, paradoxalement, d'une part, c'est tout un gouvernement anti-femme, et d'autre part, c'est un gouvernement, et on le verra en particulier, et tu peux passer vers la prochaine image, Fernande, et on verra en particulier
dans les discours des femmes qui défendent Bolsonaro et qui sont, entre autres, Damares Alves, là j'ai mis aussi la députée Bia Kicis, la ministre de l'Agriculture Teresa Cristina, dont j'en avais parlé un peu avant. Et qu'est-ce qu'on va voir là justement? C'est que ce sont des femmes à la tête, qui ont très peu de femmes, mais des femmes qui se posent en tant que féministes et qui se disent même souvent qu'elles sont féministes, comme on a eu là le cas d'une des secrétaires du secrétariat des femmes et de la famille, Sarah Winter, qui était soi-disant une leader féministe et qui reprennent des discours de libération de femmes, de anti-violence, mais en fait pour maintenir les choses comme elles le sont. Donc, d'une part, on a cette ministre Damares Alves, qui est une femme pasteur à la tête du ministère de la famille, des femmes et des droits humains, qui a récemment intervenu directement dans un cas d'une petite fille de 10 ans qui était violée depuis 4 ans par son oncle et qui était enceinte. Et là, selon la loi brésilienne, où l'avortement est très, très restreint, c'était une des rares possibilités, celle du viol, de pouvoir avoir accès à l'avortement dans un hôpital public. Et Damares et tout son ministère ont tout fait pour interdire que cette petite fille puisse aller dans un hôpital agrégé pour l'avortement dans les cas qu'on appelle l'avortement légal, qui était ce cas-là. Donc, à part cela, bon, si on prend Bia Kicis, c'est celle-là, mais on a d'autres députés fédérales comme Carla Zambelli, Ale Silva et d'autres qui ont même après abandonné Bolsonaro, mais qui sont vraiment des porte-paroles très fortes, très aguerries à le soutenir en disant non, mais il est quelqu'un dans le privé très aimable, il est quelqu'un de très doux. Et là, par exemple, je fais une autre parenthèse de ma recherche sur les astrologues qui soutiennent et qui attaquent Bolsonaro par leur interprétation astrale. Donc là, on voit les astrologues de droite en disant son ascendant est Cancer. Et là, vous voyez, Cancer, c'est la famille, c'est cet esprit de générosité et de douceur. Donc là, on voit ces astrologues qui construisent cette autre image qui est à l'opposé de l'image de son signe qui est Bélier, donc le signe du guerrier, etc. Donc vous voyez qu'on a aussi des interprétations genre astrologiques qui sont très répandues au Brésil et de plus en plus, parce que je suis en train d'accompagner depuis le début de l'année dernière plusieurs sites d'astrologues et ils ont plus de 100 000 personnes qui le voient tous les jours, tout ce genre d'astrologues. Bon, là, je reviens sur ces femmes. Ce sont elles, par exemple, qui ont fait un dîner pour réunir les candidats, les hommes candidats pour l'Assemblée. Ce sont les femmes qui racontent comment elles ont rapproché le juge Moro de Bolsonaro. Ce sont elles qui font par des dîners, des rencontres de famille avec leurs maris. Elles fondent, et les femmes de ces hommes politiques, ce sont ces femmes qui font tout ce travail qu'on connaît très bien, de care, de travail de relations publiques et de se mettre à l'écoute de ces hommes qui sont dans leur dispute de masculinité hégémonique. Bon, je pense qu'il faudrait encore, on aurait aussi plein de choses à parler de ces femmes qui suivent Bolsonaro. Ce sont elles aussi un groupe important de ces femmes qui sont entrées dans les hôpitaux à la demande de Bolsonaro. Quand, à un certain moment de la pandémie, il a dit envahissez les hôpitaux pour montrer à la population qu'il n'y a personne dans les lits
de traitement intensif. Et là, il y a eu tout un groupe qui s'est créé, on peut le voir sur Facebook même, que c'est les femmes bolsonaristes. Et elles disent, par exemple, dans leur description pour Facebook, nous sommes engagés dans la lutte de soutien de la famille, de notre foi, de notre amour au Brésil et aux candidats qu'on a élus démocratiquement. Jair Messias, et le Messias, que c'est le Messie, c'est justement un nom, c'est très important quand on l'utilise, Jair Messias Bolsonaro. On veut le reconnaître et être reconnu, nous en tant que femmes, comme faisant partie de l'histoire de la reconstruction de notre pays. Nous sommes des millions. CPF, et je trouve ça très intéressant, CPF, c'est le numéro national, disons, de sécurité sociale, l'équivalent de sécurité sociale en France, et ça veut dire qu'on est un citoyen quand on a donc ce numéro de CPF. Bon, comme je vous avais dit, entre les supporters de la grande population, même si les femmes dans la population générale brésilienne, elles sont 52%, elles ne sont que 37% à soutenir Bolsonaro. D'autre part, on a 63% des hommes qui soutiennent Bolsonaro. Donc, cela, on peut interpréter et comprendre sur ce que ça représente. Bon, je reviens donc sur, j'avance, mon temps est en train de finir. Sur le point 5, tu peux passer vers une autre image, que c'est celui de la famille de Bolsonaro. Ah, pardon. Que c'est son négationnisme contre le vaccin qui est très significatif disons, de la façon dont il a suivi Trump. Là, je n'ai mis que quelques-unes, parce que je m'excuse de mettre tellement d'images de Bolsonaro, parce qu'en fait, le plus important, d'abord, ces images, je les trouve de plus en plus laides, horribles, mais de toute façon, le plus important, ce sont ses paroles. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Donc là, je ne vous lis que quelques déclarations. Sur le vaccin, depuis plusieurs mois, je ne le prendrai pas, je ne prendrai pas le vaccin. Tout d'abord, il disait, parce que moi, j'ai eu le virus, donc je suis déjà immunisée. Après, il a dit que le vaccin ne sera pas obligatoire au Brésil. En disant que par ma recherche personnelle, moins de la moitié de la population ne veut être vaccinée. Et puis, à un moment donné aussi, il a dit, c'est hors de question qu'on ait le vaccin, surtout il parlait du Coronavac au Brésil. Donc, ce qui fait qu'on est dans une situation très complexe. En ce moment, on n'a presque pas de vaccin. Ce n'est que maintenant qu'on a commencé à le produire et à importer de l'étranger, et on ne va le recevoir que vers la fin de cette année, ce qui représente qu'on aura encore, on est déjà à presque 300 000 morts, et qu'on aura encore probablement des centaines de milliers de morts, et bon, tout le collapsus du système de santé. Tu peux passer vers le prochain. Une autre de ces déclarations très controversée, c'est quand qui est devenu une espèce de joke, de plaisanterie sur les réseaux sociaux et partout. C'est quand il est aussi dans ses attaques au vaccin, il a dit, si tu prends le vaccin et tu deviens un alligator, c'est ton problème. Alors là, j'ai mis cette dame qui dit, alligator, bon, c'est facile si je deviens alligator. Ce que je ne prendrai pas le vaccin si je deviendrais un Bolsonaro. Là, elle est en train de montrer là qu'elle vient d'être vaccinée. Donc, cette plaisanterie de l'alligator est devenue très présente. Tu peux passer donc vers la prochaine. Donc, c'est Bolsonaro. Et là, je viens sur le prochain point. Donc, Bolsonaro et ses fils. Bon, plusieurs questions, il faudrait en penser. Donc, Bolsonaro, c'est très connu, il a 4 fils. Et il n'appelle pas ses fils par leur nom. Il appelle ses fils par des numéros, les 01, 02, 03 et 04, par leur ordre de naissance et en tant que
disons, comme une façon militaire d'appeler ses enfants. Ils sont tous, à l'exception du plus petit, qui maintenant est aussi accusé de corruption, ils ont tous fait leur carrière politique, régionale, municipale, fédérale, et ils sont à la tête du fameux cabinet, en portugais on dit cabinet do ódio, le cabinet de la rage, je ne sais pas si ce serait exactement la même traduction, qui a été, qui continue à l'être, mais maintenant beaucoup plus contrôlé, l'espace virtuel de fake news et qui était la façon de soutenir Bolsonaro depuis le moment. Flávio Bolsonaro, donc, il est accusé de corruption, je ne vais pas en parler ici. Carlos Bolsonaro, c'est très intéressant puisque Bolsonaro est très homophobe, mais Carlos Bolsonaro, il y a beaucoup de rumeurs qu'il a une amitié particulière. Vous voyez sur l'image de droite, bon, je ne sais pas exactement comment dire en français, mais il y a aussi son ami. Il a une amitié très particulière. Il vit avec un cousin et donc il y a beaucoup de rumeurs qu'il est homosexuel et aussi des rumeurs qu'il a des problèmes de santé mentale très graves. Bon, il y a aussi Carlos Bolsonaro et aussi Renan Jair. Carlos Bolsonaro était conseiller municipal et avait son cabinet juste à côté de celui de Marielle Franco dans le conseil municipal de Rio de Janeiro. Et bon, il paraît que bon, il y avait beaucoup de disputes. Bon, évidemment, c'est pas difficile de l'imaginer. Mais ce qui a été révélé déjà il y a un an, mais que maintenant on n'en parle presque plus, c'est que Jair, le Renan Jair, que donc c'est le dernier, le 04, il a été le petit ami, il avait eu une relation affective avec la fille d'un des accusés du meurtre de Marielle Franco, qui habite, comme par hasard, dans le même condomine, donc dans le même espace de maison de la famille Bolsonaro. Bon, je ne vais pas plus m'élargir là, mais juste pour dire que dans cette masculinité, et il faut absolument penser à cette famille de ces 4 fils hommes qui sont apparemment le sens central de la vie du président Bolsonaro. Il fait tous pour les soutenir et pour les protéger parce qu'ils sont maintenant tous accusés de crimes de corruption et autres. Et là, il y a juste une phrase que je n'ai pas mis là, mais à un moment donné, il a dit le suivant: si je pouvais donner la meilleure viande à mes enfants, pourquoi je ne leur donnerais pas? Et là, on revient justement à un discours et à des conceptions très ancrées dans le modèle de famille brésilienne, que c'est justement le modèle de pour la famille, pour les amis, on donne tout, et pour les ennemis, on leur donne la loi. Donc, cette idée que le pouvoir, c'est un espace de famille, et c'est la famille qu'on protège, et c'est la famille dans laquelle on a de la confiance. Si tu peux passer vers l'avant-dernière image. Donc, il y a les 4 fils, mais il a une fille. Et la fille, il a fait une déclaration qui était toujours très reprise, que c'est qu'il a eu une faille, et quand il a eu cette faille de sa masculinité, il a géré une fille. Là, c'est juste 2 images de la fille qui me surprennent beaucoup, parce qu'on n'a pas des images de cette petite fille qui a maintenant, je crois, 12 ans, en souriant. Elle est toujours dans cette image, comme vous voyez là, comme s'il était très fâché, très enragé. Qu'est-ce que ça signifie? Quel rapport ce père a avec cette fille? Il faut dire aussi que Michel, sa femme, dont je vous disais que selon les cancans, elle n'est plus en couple avec Jair. Et là, une autre fille qu'elle a eue d'une autre relation d'avant. Mais on n'écoute jamais parler de cette deuxième fille
de Bolsonaro. Bon, notre dernière image je reviens donc à la façon dont Bolsonaro et ses fils et son gouvernement, comment ils attaquent les femmes et les femmes en politique. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas accompagné cette scène de la vie politique brésilienne qui a eu lieu à peine il y a une semaine, on a eu à un moment donné, dimanche dernier, pas ce dimanche, le dernier dimanche d'avant, donc cette médecin, Ludmila, qui est très connue, médecin cardiologue à São Paulo, la médecin de plusieurs hommes politiques, a été proposée comme ministre de la Santé, puisqu'on est depuis le début de l'année avec le général Pazuello, dont je vous montre les images du côté gauche, qui est militaire, qui n'est pas médecin, et qui a eu cette politique de non-politique publique par rapport au Covid au Brésil. Donc, Bolsonaro l'a invité pour qu'elle aille à Brasilia. Elle est allée à Brasilia. Elle a eu une réunion au palais avec lui. Et après tout ce qui s'est passé le lendemain, elle a fait des déclarations à la presse en racontant que, bon, elle est allée à cette réunion, en disant pourquoi elle n'avait pas accepté, soi-disant, d'être la ministre de la Santé. Et elle a raconté toutes les attaques misogynes dont elle a été l'objet. D'abord, qu'elle a reçu énormément de menaces de mort sur Internet contre elle et sa famille, parce qu'elle a déclaré qu'elle était contre le traitement de la chloroquine, qui est le traitement, disons, privilégié par Bolsonaro et par Pazuello au ministère de la Santé. Elle a raconté que, à la place d'avoir une réunion qu'avec Bolsonaro, il y avait donc dans cette réunion privée Bolsonaro, le ministre de la Santé sortant, et son fils Eduardo. Donc, vous voyez déjà comment la famille, elle entre dans les affaires de l'État et qu'elle était là comme toute seule en tant que femme, attaquée symboliquement, d'une violence symbolique par ces trois hommes qui lui ont fait savoir énormément de choses, disons, assez acides sur elle et sur ses projets. Myriam, si vous pouvez conclure. Oui, je conclue là. Et puis, elle disait que le soir même, elle était à l'hôtel de Brasilia et sa porte d'hôtel a essayé d'être... il y a eu une tentative d'invasion de sa chambre. Et puis, donc, elle a raconté cela le lendemain à Bolsonaro, qui lui a dit, bon, le jeu est ainsi. Bon, je finis là et puis on revient sur d'autres questions au débat. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Avant de passer la parole à Diego, je vais profiter pour vous passer une information que j'ai oublié de dire au tout début. Myriam, Diego et Eric Fassin, ils font tous les trois partie d'un projet international CAPESCO-FECUB qui s'appelle Genre menaçant, genre menacé. Bon, je pense que l'intervention de Myriam nous a donné bien à comprendre toutes les questions menaçantes et menacées autour du débat des genres. Je donne la parole à Diego pour qu'il Fernande, oui. Juste une parole, j'ai oublié de dire au début. Nous sommes aussi en train de fêter cette année les 30 ans de notre équipe, de notre laboratoire de recherche, le NIGS. Et donc, j'ai oublié, mais cette année, on va passer toute l'année à fêter ces 30 ans de recherche sur ces questions. Merci. Merci Myriam, c'est vrai que c'est ça. On a un gros travail, Myriam, on fait un travail de longtemps sur les études de genre au Brésil, donc c'est quelque chose d'important à défendre. Diego, je vous laisse la parole. Merci Fernanda. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord aux membres de l'organisation pour la création de cet espace de discussion et réflexion à propos des sujets très chers à nous toutes et tous, pour l'invitation et aussi pour le privilège de partager cette table avec Myriam et Eric.
avec qui je travaille au sein de ce projet, Genre Menaçant, Genre Menacé. Et je remercie aussi cette intervention de Myriam qui m'a beaucoup été, que j'ai trouvé aussi très intéressante. Bon, les titres de ma communication, les titres que j'ai donnés, c'est construit dans les LGBT-phobies, capacité d'agir et production de soi, un contexte politique brésilien. Cette intervention, elle est un extrait d'une recherche de doctorat que je suis en train de finir, qui est inscrite au programme des masters et doctorats en psychologie de l'Université catholique du Pernambouc, l'UNICAP au Brésil, et d'autre part au département d'études de genre à l'Université Paris 8 en France, dans le cadre d'une co-tutelle. La première partie de mon intervention, j'ai donné les titres qui étaient un extrait, en fait, une affirmation de l'une des personnes d'un travail de terrain que je développais. Et le titre que je donnais, c'est « Et donc arrivé l'ère Bolsonaro et les masques sont tombés ». Bon, cette phrase, elle faisait de sens il y a 2 ans, quand j'ai enquêté ces personnes, je vais en parler un peu plus, mais elle fait sens encore aujourd'hui parce que la métaphore de masques qui sont tombés a été utilisée pour mon enquêter, pour parler, par exemple, de cette façon explicite de parler et d'exprimer des paroles homophobes. Mais elle fait du sens encore aujourd'hui parce que, après toutes ces déclarations de Bolsonaro contre qui Myriam a très bien développé, il a aussi utilisé un moment pendant la pandémie en disant que, par exemple, porter un masque, c'est un truc de PD. Donc, prendre soin de soi, ou prendre soin de sa santé, prendre soin de l'autre, c'est un truc de PD. C'est encore une affirmation au sein de la pandémie dont Bolsonaro a exprimé a fait une déclaration LGBT-phobe. Bon, je reviens au sens premier où je mobilise cette affirmation. Et donc arrivé l'ère Bolsonaro et les masques sont tombés, qui était dans le cadre d'un travail de terrain qui a impliqué cette recherche. J'ai pu construire lors d'entretiens des récits avec des personnes LGBTQ qui ont vécu des situations de violence au cours de leur vie. Pour cette communication, plus précisément, je me concentrais sur des récits qui impliquent les contextes politiques que j'ai dit récents. C'est quoi récent? En prenant comme point de départ l'élection présidentielle de 2018 plus précisément. Donc, il y a ces points, cette marque historique qui est très important pour mon discours. Donc, je commence par partager un extrait de l'un de ces récits. Donc, je cite la personne que j'ai enquêtée. Et donc, arrivé l'ère Bolsonaro et les masques sont tombés. Les gens qui me parlaient, qui étaient proches de moi, ils ont commencé à poster des choses sur Bolsonaro et sur les genres, l'idéologie des genres, en faisant déjà semblant de se référer à moi, tu vois. Ils disaient que c'était une aberration et tout ça. C'était adressé. Ils parlaient dans ces groupes, un groupe de WhatsApp, les groupes de la famille, je me suis retiré du coup. Ils envoyaient sans arrêt des choses de l'idéologie des genres, alors que tout le monde savait que j'étais dans ces groupes. Bon, l'auteur de ces récits est Demetrio. Demetrio est un prénom fictif que j'ai choisi en mémoire de Demetrio Campos, artiste, danseur, mannequin et militant LGBT qui s'est donné la mort à l'âge de 23 ans, le 17 mai 2020. Ironiquement, le 17 mai, c'est la date dans laquelle on devrait célébrer la journée internationale de la lutte contre les LGBT-phobies. C'était la journée où une personne LGBT s'est donné la mort. Comme je vous ai dit, Demetrio est un prénom fictif. Je reviens à mon enquêté. Demetrio, mon enquêté, est un homme trans de 27 ans, noir, pratiquant du candomblé, qui est une religion brésilienne des matrices africaines. Il a étudié jusqu'au lycée. Il habite dans l'une des municipalités dans la banlieue du Grand Recife,
où il est né et vécu toute sa vie. Il est important de situer aussi, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette région géographique du Brésil, qui est le nord-est, qui est connue comme la région la plus pauvre, la moins développée, et normalement, et c'est moins aussi développé en tant que elle est vue, il y a ce regard de nord-est, pas comme producteur de connaissances, mais plutôt comme un terrain de recherche. Bon, c'est aussi la vie et la région d'où je viens. Et je présente aussi, parce que ma recherche a été développée dans ces terrains, donc le nord-est du Brésil. La raison pour laquelle j'avais demandé en fait cet entretien avec Demetrio était le fait qu'il avait été lui-même l'une des cibles d'une menace d'agression durant les élections de 2018. Demetrio avait été menacé par un groupe de personnes lorsque, rentrant chez lui, il marchait dans la rue en direction à l'arrêt des bus. Donc, ces groupes constitués uniquement d'hommes a commencé à courir vers lui en vociférant « Bolsonaro, tu vas mourir, ça va finir », des choses comme ça. Et la situation qu'il a vécue réitère certains aspects que d'autres personnes que j'enquêtais avaient mentionnés au cours de mon travail de terrain, comme des agressions gratuites faites par des inconnus dans des lieux publics et utilisant le nom de celui qui était alors candidat, Jair Bolsonaro, pour promouvoir des menaces d'agression. Donc, le nom du candidat qui était alors candidat était utilisé comme parfois même la sentence de mort pour une personne quand il était codé ou il était identifié comme LGBT. Donc, c'était une évidence que les LGBT-phobies, dans cette période, disaient un nom. Les LGBT-phobies proféraient un nom, elles avaient un nom. Il était ce nom de cet alors candidat, Jair Bolsonaro. Bon, les paroles impunies de Bolsonaro, j'ai dit impunies parce qu'il a fait beaucoup de déclarations LGBT-phobes qui, quelques-unes, Myriam a mentionné dans son intervention. Et moi, du coup, je focalise dans mon intervention sur la micropolitique. Comment ça se déroule alors dans les quotidiens des personnes? Quel effet cette politique, comme j'ai envie de dire, la LGBT-phobie comme une idéologie de gouvernement, quel type de déploiement ça a dans les quotidiens, dans la vie des personnes et des personnes LGBT. Bon, les paroles impunies de Bolsonaro, toutes ces déclarations qu'il a fait et qui ont donné l'autorisation à ses partisans de signaler sur les discours dominants et de sortir leurs préjugés du placard, si on peut utiliser aussi la métaphore de sortie du placard. Comme dit encore Demetrio, Bolsonaro disait ce qu'il voulait, il ne lui arrivait rien, et tout le monde commençait à faire comme ça aussi. Donc, si d'un part, cette parole de Bolsonaro encourageait et a commencé à devenir légitimer ces discours de haine, d'autre part, cet passage aussi du récit de Demetrio, que j'ai lu au début de cette intervention, ajoute un élément important, à mon avis, que je voulais partager avec vous, c'est que la violence dénudée dans les sphères publiques, dans les actes de violence d'une partie des partisans de l'extrême droite et leurs candidats, était également présente dans les sphères privées, dans laquelle les champs de bataille privilégiés étaient les applications de messagerie instantanée, comme par exemple et notamment le WhatsApp. Bon, si la normalisation et la légitimation de la violence des propos du candidat d'extrême droite ont encouragé les LGBT-phobies à exposer leur visage dans la rue, elles ont également fait tomber les masques, comme j'ai dit au départ, dans les relations du quotidien. Les LGBT-phobies ont montré que, plus que jamais, le personnel était politique.
Cette autre partie de mon intervention, je nomme, c'était de la violence tous les jours, et ça parle plus précisément comment cette violence, elle s'est déroulée dans les quotidiens des personnes. Bon, comme je vous ai dit, les groupes sous les applications de messages, notamment WhatsApp, étaient les champs de bataille où s'est pratiqué et s'est propagé de la violence, ressentie par ces victimes de mode tangible. D'un part, les médias montraient comme ce type de réseau a joué un rôle important dans la propagation des fausses nouvelles entre les candidats impliqués dans la guerre électorale et dans la diffusion du discours de haine. L'un de ces, qu'on dit, fake news était le kit gay, qui Myriam a aussi expliqué dans son intervention. D'autre part, si d'un part, on trouvait ça dans les discours médiatiques, dans les discours des fake news, d'autre part, durant les élections, à distance ou ultérieurement sur le terrain, j'ai pu observer les déploiements de ces discours de haine dans les témoignages de mes enquêtés aussi. Donc, les élections montraient que le personnel est autant politique que le public, mais aussi à exposer la porosité des frontières qu'on s'est habitué à établir entre le virtuel et le réel. Parce que le WhatsApp était l'arène virtuelle d'une bataille réelle. Comme avait décrit Demetrio, la violence ne venait pas uniquement de personnes inconnues. En plus des agressions explicites dans la rue, cet enquêté m'a raconté comme il avait vécu aussi la discrimination et dans les harcèlements quotidiens de la part des personnes de sa famille. Et il n'était pas le seul, parce qu'une telle expérience a été aussi racontée par Fatima. Fatima, c'est aussi un nom fictif que j'utilise pour rendre hommage à Iris et Fatima. C'est une femme lesbienne, militante féministe et antiraciste du Pernambuco, au nord-est du Brésil. Voilà, l'histoire du Brésil, elle n'est pas que faite pour des personnes qui ont vécu à São Paulo et à Rio, mais aussi pour des personnes qui ont vécu au nord-est et aussi à Pernambuco. Voilà. Donc, Fatima est une enquêtée de 29 ans qui s'y reconnaît du point de vue de son identité de genre. Fatima, mon enquêtée, je voulais dire. Donc, elle a 29 ans, se reconnaît par son identité de genre comme, du point de vue de son identité de genre, comme une femme cisgenre et du point de vue de sa sexualité, pardon, comme guine, qui veut dire sapatão en portugais du Brésil. Et elle dit, et c'est guine même, c'est pas lesbienne, elle revendique. Donc, avec beaucoup de colère, Fatima me raconte dans les passages que je vous la cite après. Fatima, elle dit, dans les groupes de ma famille, genre, je parlais, ma cousine collait avec moi, dans le sens d'être d'accord. J'arrivais pas à la laisser parler de la violence parce que ça me dérangeait, ça m'affectait. Je devais parler, mais ça s'est transformé dans un gaspillage d'énergie. Chaque jour était ces longs textes que j'écrivais, qu'on dit en portugais du Brésil, je ouvre cette parenthèse, textão. En français, on dirait des pavés, voilà. Chaque jour. Et donc, de voir les silences des personnes, elle me dit, de voir les gens minimiser les choses, voir ce qui s'est passé dans les pays et laisser passer parce que c'est son nouveau qui dit. Va se faire foutre, je ne suis pas obligé. Après que j'en suis sorti du groupe WhatsApp, on est venu me demander, je leur disais, je n'en suis pas obligé. Pour moi, les groupes de WhatsApp des familles servent à voir des jolies photos de bébés. Même ça n'avait plus, elle disait. Pour que ça me draine, va se faire foutre. Je vais persuader les gens à changer leur vote dans la rue. C'est plus utile que discuter avec vous, elle disait à leurs membres de sa famille, à les membres de sa famille. Elle continue. Et ça m'épuisait parce que chaque jour était une violence. Quand tu m'as demandé, elle dit ça de à moi, je ne m'en souvenais pas d'un épisode de violence précis, mais dans les groupes de ma famille, oui, chaque jour, je subissais de la violence de quelque chose. C'était tous les jours comme ça. Bon, mes enquêtés me décrivaient que de nombreuses images qu'on appelle des mèmes, vidéos et textes étaient partagés dans les groupes dont ils et elles faisaient partie.
Les contenus étaient souvent offensifs et nommaient les personnes LGBTQI, QI+, par exemple, nommant ces personnes comme abomination ou d'aberration en reprenant par exemple des termes bibliques pour nommer les personnes fondamentalistes liées à des groupes religieux utilisent pour nommer les personnes homosexuelles au Brésil comme des abominations et aberrations. Les sujets de ces images vues du test parlaient notamment de l'idéologie des genres, qui était un outil privilégié pour critiquer et attaquer violemment les personnes LGBTQI+, à ce moment-là et désormais. Bon, ces contenus partagés dans les groupes WhatsApp des familles de mes enquêtés étaient partagés. Ils n'étaient pas normalement parce que ces images étaient partagées dans les groupes alors qu'ils n'étaient pas dirigés. On dit, voilà, ce message, c'est pour toi, Démétrio, c'est pour toi, Fatima. Non, c'était juste partagé dans les groupes, mais normalement, mes enquêtés étaient la seule personne de ces groupes qui s'identifiait et qui était identifiée par les autres en tant qu'LGBT. Donc, c'était adressé plutôt, alors que ne s'adressait pas directement, c'était dirigé, c'était un discours dirigé. Ces contenus, elles étaient partagés dans les groupes de mes enquêtés, tandis que les messages n'étaient pas adressés, ils les concernaient directement. Une autre enquêtée, qui j'appelle ici Marielle, donc un hommage explicite à Marielle Franco, qui la plupart parmi vous connaissent, cette icône de la gauche brésilienne qui a été tuée et dont l'affaire demeure irrésolue, mais la mémoire de Marielle reste l'une des inspirations jusqu'à aujourd'hui à des groupes qui s'identifiaient et qui s'identifiaient avec les luttes qu'elle a menées durant sa vie, sont prévenus, comme vous le savez, dans les bouches de ceux et celles qui s'identifient avec sa lutte en mot d'ordre comme Marielle Presente, et aussi une interrogation: qui a commandité l'assassinat de Marielle et pourquoi? Donc, cette autre enquêtée que je nomme ici de Marielle m'a aussi décrit une expérience similaire. Elle dit, cette enquêtée que je nomme Marielle, en plus, il y avait les groupes de WhatsApp. Je suis sortie de plusieurs. Je suis sortie du groupe de ma famille parce qu'il y avait les groupes de la famille. Il y avait mais j'en fais plus partie. C'était les groupes de la famille du côté de mon père et les groupes de la famille du côté de ma mère. J'ai quitté les deux. J'ai quitté des autres groupes d'amis de longue date à cause des choses comme celle-ci qui apparaissaient et qui rendaient impossible d'y continuer. Et à un certain moment, c'était quelque chose comme ça pour garder ma santé mentale. J'ai failli péter un câble, j'étais hyper stressée et l'option était de partir. Et je pose la question pendant l'entretien. C'était quoi qui apparaissait? Elle disait, ce type de discussion, tu réalises qu'au fond, ce sont des mots dans les vents, je t'accepte, cette fameuse je t'accepte, mais, et la plupart du temps, il ne s'agissait même pas de l'homosexualité et d'affaires LGBT en général, mais les questions relatives aux droits humains, elle me raconte. Donc, le discours de ce président qui est là, parce que quand je lui ai enquêté, il était déjà au pouvoir. Donc, elle dit, les discours de ce président qui est là et les gens qui se sont sentis dans les droits de dire ce qu'ils croyaient, ils pensaient vraiment, tu vois. Je insiste dans la question. Et ceux qui parlaient, ils utilisaient le président, qui était le candidat à l'époque comme référence. L'une de ces situations était dirigée, Marielle répond, totalement, plusieurs fois. Et j'insiste pour qu'elle me donne plus de détails. C'était qui? Dans quel contexte? Et ça se passait comment? Elle me donne ces détails. Elle dit, les gens de ma famille, les cousins, etc. C'est pas un texte direct, elle m'explique, mais c'est une image qui vient au hasard. Des images, des vidéos soi-disant aléatoires viennent au milieu d'un message
comptait au milieu d'un débat. Dans certains moments, l'information est très subliminale, dans d'autres, directe. Ces récits parlaient des agressions, du harcèlement dans les groupes de messagerie des familles ou d'amis, mais également d'un sentiment de souffrance au niveau de la santé mentale. Comme a dit comme a dit Démétrio, comme a dit Fatima et comme a dit par exemple Marielle, certains des moins inquiétés partaient à l'affrontement. D'autres, comme Démétrio, préféraient se préserver pour ne plus subir à ce type d'agression systématique. Démétrio, Fatima et Marielle ont fait tous les trois les choix de se retirer des groupes de WhatsApp. D'une façon ou d'une autre, cela a été vécu d'une façon très violente et avec beaucoup de souffrance. Il est important de dire. Je me dirige vers la fin et ce troisième point que je vais aborder, ça parle d'un contexte plus proche et je sors maintenant des élections de 2018 et je viens sur à peu près les premières années du gouvernement Bolsonaro quand j'ai eu l'opportunité d'inquiéter des personnes LGBT pour savoir, voilà, est-ce que les choses avaient changé? Et du coup, j'ai une phrase qui m'y vient, qui était dite par l'une de mes enquêtées, qui est « peu de choses ont changé ». Donc voilà. La violence perçue de façon alarmante, voire dramatique durant les processus électoraux, ne s'est pas dissipée, étant donné l'arrivée de l'extrême droite bolsonariste au pouvoir. D'ailleurs, l'effet symbolique est aussi toujours présent, ce qui est mentionné par Dandara, une femme trans de 28 ans qui vit dans les quartiers de la Várzea. Várzea, c'est la banlieue du Recife, ville où elle est née. C'est-à-dire aussi que Dandara, les prénoms fictifs Dandara a été choisi en hommage à la mémoire de la travestie Dandara dos Santos, assassinée le 15 février 2017 à Fortaleza, capitale de l'État du Ceará, aussi au Pernambuco. Ou du Ceará, aussi au nord-est du Brésil. Bon, Dandara, elle dit quelques petites phrases comme « peu de choses ont changé, les choses se passent, tout le monde vit de la même façon, tout le monde vit sa vie malgré tout. Comme je vivais dans un rôle d'un homme professionnel, je n'ai pas vécu trop de choses. Je ne vis pas dans le monde, je vais chez ma mère, au travail, chez le coiffeur, pour ne pas vivre des situations compliquées. Mais au début, quand il a gagné, c'était très dur. Bon, ces contextes politiques s'est déployé dans la vie quotidienne des personnes que j'ai enquêtées au cours de ma recherche des terrains. Dandara résume mon propos dans quelques affirmations. Je la cite par exemple. Je trouve que ça m'a permis d'en tirer des leçons, dit Dandara. Je ne dis pas qu'à cause de la violence que je subis, je vais jouer la victime. Je dis que la violence que je subis fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Dandara m'explique ainsi que sa vie se résume actuellement à son domicile et à des déplacements vers la maison de sa mère ou son lieu de travail. Sa capacité d'agir s'est réduite à la préservation de son intégrité physique et à la survie. Selon elle, il fallait faire encore plus attention parce que, comme lui avait dit, quelqu'un lui avait dit, à partir de maintenant, ça va être comme ça. Je vous demande juste 5 minutes pour finir. Dans 5 minutes, j'ai fini mon intervention. Donc, je ne vais pas dépasser ces temps. Donc, je me dépêche. Donc, dans le contexte néofasciste de l'actuel gouvernement brésilien, très hostile à la diversité sexuelle et de genre, où les LGBTQI-phobies ne sont pas combattues, mais elles sont elles-mêmes une idéologie de gouvernement. Les subjectivités des LGBT sont façonnées dans les pratiques qui ont lieu en rapport réitéré avec cette violence. L'expérience de Dandara et de celles et ceux avec qui j'ai travaillé nous apprend que, pour certains et certaines, la capacité d'agir face à la violence
peut se réduire à la survie à la violence. Or, ces formes particulières d'être LGBT sont aussi un moyen de survivre à l'LGBT-phobie, mais aussi avec l'LGBT-phobie. La subjectivité de ces personnes est un effet et un instrument de ses capacités d'agir. Bref, résister, c'est aussi se réinventer. Finalement, enfin, avant de continuer notre conversation au cours du débat, je souligne l'importance historique même des événements comme celui-ci, dont j'ai l'honneur de participer, dont les réflexions pourront contribuer, j'y crois, pour une reprise future au Brésil d'un état de droit démocratique au sein duquel les politiques des droits humains auront à nouveau une pertinence dans la formulation des politiques publiques et que la violence contre les personnes LGBT, cette violence fondée sur les préjugés et la discrimination par rapport à l'orientation sexuelle et l'identité des genres, elle soit combattue et non pas encouragée, qui est le cas aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diego. C'était très intéressant. Je donne directement la parole à Eric Fassin. Eric, vous êtes toujours là? Je suis là. Ah oui. Est-ce que vous me voyez? Oui. Et vous m'entendez en plus? Oui, c'est parfait. Alors, que demander de plus? Écoutez, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à ce séminaire. Et je suis très heureux aussi d'avoir, à la fois de pouvoir être là, puisque à l'origine, j'avais un empêchement, mais grâce à la pandémie, je suis là. Donc, tant mieux, en tout cas pour moi. Et puis aussi, je suis très content de pouvoir discuter des travaux et de Myriam et de Diego, que je remercie beaucoup pour leurs exposés. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça s'inscrit dans un cadre qui est celui d'un projet franco-brésilien, genre menaçant, genre menacé. Et ce projet, il n'est pas seulement sur le Brésil, il est dans un regard croisé entre la France et le Brésil. Or, les questions de genre, ou plus exactement, les campagnes anti-genre, nous les connaissons en France aussi. Nous les avons connues dès le début des années 2010 et de fait, nous avons été progressivement amenés à prendre conscience du fait que ce qui se passait dans un pays n'était pas pour autant à comprendre en termes culturalistes, c'est-à-dire liés seulement à la culture d'un pays, mais à comprendre plus généralement dans une évolution, puisqu'on a retrouvé des campagnes anti-genre dans beaucoup de pays, en particulier en Europe et en Amérique latine. Ce sont les deux continents où ces campagnes pèsent le plus lourd. Donc, je suis très heureux de participer à cette discussion. Je voudrais d'abord signaler, ou souligner plutôt, combien les deux interventions se complètent, puisqu'on a eu d'abord une intervention de Myriam qui est sur les discours publics, et on a ensuite une intervention de Diego qui met l'accent sur les discours privés. Et en fait, il s'agit bien de l'articulation entre les discours publics et les discours privés, c'est-à-dire de ce que la politique fait à la vie des gens. Et je crois qu'on a, à partir des campagnes anti-genre, une illustration d'une question théorique qui est le rapport entre les discours et les subjectivités, entre le public et le privé, entre ce qui est ouvertement politique, mais ce qui est aussi, d'un autre côté, une politique de la subjectivité. Alors, du côté de l'exposé de Myriam, je trouve que ce qui est premièrement très intéressant, c'est qu'on voit bien que l'idéologie anti-genre, eh bien, c'est articulé à une performance de genre. Autrement dit, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi de l'incarnation. C'est-à-dire que le genre, ça n'est jamais seulement des discours. C'est toujours aussi des personnes, de l'incarnation, c'est vécu. Et je crois que c'est ce qui explique pourquoi les discours politiques sur le genre occupent une place si grande aujourd'hui. C'est une manière de faire de la politique qui touche les gens dans leur corps. Pourquoi est-ce qu'on va parler
de masculinité, ou bien mettre en scène de la masculinité, ou de la féminité, ou de l'hétérosexualité, ou de l'homosexualité, etc. Eh bien, parce qu'on est en train de parler de l'expérience des gens dans leur intimité la plus profonde. Autrement dit, c'est une manière d'être efficace politiquement, c'est-à-dire de toucher des personnes bien réelles dans leur corps, dans leur sexualité, dans leurs sentiments, etc. D'autre part, si on a dans l'exposé de Myriam cette articulation entre l'idéologie et la performance de genre, on a dans le discours de Diego l'articulation très importante également entre les discours anti-genre et l'homophobie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de genre, on parle de sexualité. Ça, c'est quelque chose qu'on a été amené à comprendre, en tout cas pour ce qui me concerne, non seulement en théorie, mais en tout cas par rapport à un argument politique contre le genre, à partir du Vatican. Le Vatican a construit l'idée, dès le milieu des années 1990, que, en fait, quand on disait genre, il fallait entendre sexualité. Quand on disait genre, c'était pas seulement les femmes, c'était l'homosexualité. Et là, on le retrouve diffusé dans des interactions quotidiennes, y compris familiales, c'est-à-dire comment la famille devient un lieu de reproduction de l'homophobie, mais pas simplement d'une homophobie éternelle, qui serait en quelque sorte héritée de la nuit des temps, mais plus précisément une homophobie qui a une actualité politique. Je crois que, et c'est quelque chose qui, à mon sens, est important parce que nous sommes constamment tentés peut-être d'avoir le sentiment que soit quand on parle de domination masculine, soit quand on parle d'homophobie, qu'au fond, c'est toujours la même chose, depuis toujours, que ce serait de vieux préjugés. Ce que nous voyons ici, c'est que ce ne sont pas de vieux préjugés, ce sont des préjugés extrêmement actuels et qu'il a fallu tout un travail de réactivation de ces préjugés. Donc, ça n'est pas simplement ce qui a toujours déjà été là, ça n'est pas simplement libérer la parole homophobe ou la parole sexiste ou la parole raciste, comme on le dit souvent, c'est aussi la produire. On produit du sexisme, on produit de l'homophobie, on produit du racisme. Et à certains égards, on pourrait pousser le paradoxe jusqu'à dire que l'homme blanc hétérosexuel qui est mis en scène par Bolsonaro, mais aussi par Trump et par beaucoup d'autres, cet homme blanc hétérosexuel, il ne préexiste pas forcément. Ça n'est pas simplement le retour éternel de l'homme blanc hétérosexuel, puisque auparavant, cet homme blanc hétérosexuel, le plus souvent, il allait sans dire. Il était de l'ordre de l'évidence. Pour avoir besoin de produire tout un discours politique, comme c'est le cas aujourd'hui, au Brésil et dans beaucoup d'autres pays, il faut bien que cette évidence se soit perdue. Alors, je voudrais développer quelques éléments, et je surveille le temps pour ne pas, parce que j'imagine que tout le monde doit être fatigué et avoir faim, donc je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais je voudrais partir d'un premier élément, c'est un concept qu'avec d'autres nous avions utilisé il y a une dizaine d'années, qui est celui de nationalisme sexuel. À l'époque, et c'était pour un colloque que nous avions organisé à plusieurs à Amsterdam, tout début des années 2010, eh bien, nous avions le sentiment que nous étions en train de parler de quelque chose de nouveau. Les nationalismes sexuels, au sens où nous l'entendions, c'était ceux des années 2000. Et dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voyait? Comme l'a rappelé par exemple tout à l'heure Myriam, eh bien, on voyait quelqu'un en France comme Sarkozy qui mettait en avant le fait que chez nous, les femmes sont libres, par opposition à chez eux. Et donc la barrière, la frontière entre eux et nous, qui est une frontière racialisée, eh bien, elle passait par le genre et la sexualité. Bien sûr, les Pays-Bas, lieu où se tenait ce colloque, était en quelque sorte le centre névralgique de ces nouveaux nationalismes sexuels, mais c'est quelque chose qui a été repris en France par Marine Le Pen dès le tournant des années 2010 aussi, c'est-à-dire l'idée que dans certains quartiers, il est difficile d'être une femme, d'être homosexuel, d'être juif, d'être blanc, etc. Donc, tous ces discours des nouveaux nationalismes sexuels semblaient effacer les vieux nationalismes sexuels. Les vieux nationalismes sexuels, c'est ce qui avait été étudié, par exemple, par Georges Mossé, qui montrait que, le nazisme
s'appuyait sur une conception de la masculinité qui était simultanément sexiste, homophobe et antisémite. Et plus généralement, raciste et xénophobe. Donc ces vieux nationalismes sexuels, on avait l'impression qu'on en avait fini avec ça, puisque maintenant on était dans une ère que, pour ma part, je qualifierais par le terme de démocratie sexuelle, c'est-à-dire la mobilisation des arguments sur la modernité, de l'égalité et de la liberté en matière de genre et de sexualité. Eh bien, c'est quelque chose qui permettait de justifier un ordre social inégalitaire dans d'autres domaines. Alors que, en fait, ce qu'on voit dans les années 2010, c'est le retour des vieux nationalismes sexuels. C'est-à-dire que, au fond, les années 30 sont de retour, en particulier dans le domaine sexuel. L'exemple peut-être le plus frappant, c'est Donald Trump. Donald Trump qui s'est fait élire sur le sexisme, sur l'homophobie, sur le racisme, sur la xénophobie, etc., avec même une dimension antisémite moins explicite, mais tout de même importante. Mais bien sûr, Bolsonaro s'inscrit explicitement dans cette filiation. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement Bolsonaro, ça n'est pas seulement une sorte d'exotisme culturel qui serait celui du Brésil, c'est un mouvement plus général qui est le retour de ce que donc on peut appeler les vieux nationalismes sexuels. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je vais essayer d'y arriver, mais je commencerai par rappeler quelque chose que je cite toujours, qui est la définition du genre qui est donnée par John Scott. John Scott nous dit bien que le genre, ce n'est pas simplement la première partie de sa définition, à savoir une manière d'organiser les différences perçues entre les sexes, mais c'est aussi une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir. Or là, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que faire de la politique, ça passe par le genre. C'est une manière de parler de tout le reste en même temps. C'est une manière de parler de la nation. C'est une manière de parler de religion. C'est une manière de parler de tout ce qui fait la politique, de tous les rapports de pouvoir. Il se trouve qu'il n'y a pas que le genre. En fait, ce qu'on voit avec les vieux nationalismes sexuels, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de prolonger ce qui avait été proposé par le Vatican depuis les années 1990, c'est-à-dire des campagnes anti-genre, c'est que les campagnes anti-genre sont assorties d'un discours sur la race. C'est très clair aux États-Unis, c'est très clair au Brésil. Et nous en avons, en quelque sorte, la confirmation aujourd'hui en France, avec des attaques contre l'intersectionnalité, c'est-à-dire précisément contre le fait qu'on puisse articuler ces différentes dimensions. Pourquoi s'en prend-on à l'intersectionnalité? Eh bien parce que quand on est en train de parler de genre, on est toujours déjà en train de parler d'autres choses, d'autres types de rapports de pouvoir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si l'accent est mis en France dans les controverses sur la race, eh bien en même temps, les mêmes personnes vont s'en prendre à l'écriture inclusive. C'est-à-dire que tout ça, finalement, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui est une histoire de remise en cause de l'ordre des choses. Et je crois que c'est bien cela qui se joue d'un pays à l'autre. Cette remise en cause, et c'est un point pour ma part que je souligne fréquemment, elle a une dimension particulière parce qu'il ne s'agit pas simplement de la place des femmes ou pas simplement de la place des minorités, il s'agit aussi d'un rapport au savoir et au travail intellectuel. Alors Myriam a souligné tout à l'heure à juste titre l'importance du discours anti-science produit par Bolsonaro et qui fait que depuis le Brésil de Bolsonaro jusqu'aux États-Unis de Donald Trump, eh bien, il y a eu tous ces discours sur les vaccins, sur les masques, etc. La pandémie est en quelque sorte le révélateur de ce discours anti-science, mais qui peut bien sûr jouer aussi sur le climat et donc sur le refus de l'écologie, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Je pense que de ce point de vue-là, la pandémie est un moment particulièrement intéressant, non pas bien sûr qu'il soit plaisant, mais particulièrement révélateur, puisque la pandémie, avec d'autres, nous avons essayé de le montrer, et en particulier, c'est ce que, pour ma part, j'ai essayé de faire avec Caroline Ibos dans un rapport pour le CNRS sur l'épidémie de Covid, eh bien la pandémie, elle est intersectionnelle. C'est-à-dire qu'elle articule
des dimensions de genre, de classe et de race. Et ne pas prendre en compte ces articulations, eh bien, c'est s'aveugler à ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe du côté de qui est malade, ce qui se passe du côté de qui est soignant ou soignante, et ce qui se passe aussi du côté de qui subit la répression de l'État lorsque il ou elle ne respecte pas exactement les mesures en termes de masques, etc. Donc, au moment même où la pandémie invite à un regard intersectionnel, à ce moment-là, très précisément, on voit des controverses contre l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il y a une circulation entre des discours différents. En France, bien sûr, la politique n'est pas forcément sur le mode néofasciste de ce qu'on a au Brésil ou de ce qu'on a eu aux États-Unis avec Trump. Ça n'est pas forcément sous cette forme-là, mais finalement, on retrouve un même anti-intellectualisme. Et cet anti-intellectualisme, il me paraît très important aujourd'hui pour comprendre le lien avec le néolibéralisme. Pourquoi l'anti-intellectualisme? Eh bien, parce que, en quelque sorte, il s'agit de dévaluer le capital culturel en surestimant son importance, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on nous explique que les élites, c'est les gens qui ont des diplômes. C'est les gens qui utilisent des mots compliqués. C'est les gens qui s'intéressent à des choses abstraites. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces attaques contre les campagnes, contre la supposée théorie du genre. Qu'est-ce qu'on reproche à la théorie du genre? C'est pas seulement d'être du genre, c'est aussi d'être une théorie. C'est-à-dire d'être un truc compliqué pour intellectuels, loin du peuple, loin de la réalité des corps. Donc l'anti-intellectualisme néolibéral, c'est une manière de disqualifier les savoirs. Mais disqualifier les savoirs, ça veut dire quoi? Il se trouve qu'en France, à la différence peut-être du Brésil, c'est très souvent au nom de la science. On le voit dans les controverses actuelles, c'est pas simplement qu'on nous dit le savoir ne vaut rien, c'est on dit votre savoir ne vaut rien. Et on le dit au nom du savoir. Donc, par exemple, moi je suis attaqué tous les jours sur les réseaux sociaux par des gens qui me reprochent de ne pas être un vrai sociologue, ou bien qui disent que la sociologie, ça ne vaut rien, et eux, ils le disent pourquoi? Parce que eux, eh bien, apparemment, ils peuvent décider de ce qui est scientifique ou de ce qui ne l'est pas. Eh bien, cette posture-là, elle me paraît très importante parce qu'elle dit aussi que cette politique de l'homme blanc, c'est une politique contre le capital culturel, c'est une politique contre les intellectuels, contre une sophistication, c'est-à-dire aussi contre la pensée critique. En fait, ce qui est en cause, c'est l'idée qu'il puisse y avoir des savoirs qui interrogent l'ordre du monde. C'est ça, me semble-t-il, qui fait qu'il ne s'agit pas seulement de la place des femmes, des homosexuels, des minorités raciales, etc., mais des discours sur la place des femmes, des homosexuels, etc. C'est-à-dire pas simplement sur l'ordre du genre, mais aussi sur l'ordre intellectuel. Je vais conclure, comme j'y suis invité, en disant deux choses. Premièrement, ces discours anti-intellectuels sont aussi des discours antidémocratiques. Donc je crois que la bataille qui se joue aujourd'hui, avec le retour des vieux nationalismes sexuels, ça n'est plus l'instrumentalisation de la démocratie sexuelle à des fins xénophobes et racistes, c'est un discours ouvertement antidémocratique, plus ou moins. Deuxièmement, pour ne pas seulement dire ce qui est en train de nous être fait, mais aussi pour dire ce que des gens font, ce que nous faisons, j'étais frappé par l'expression citée par Diego, « la femme que je suis aujourd'hui ». Cette femme qui peut dire « la femme que je suis aujourd'hui », elle a été constituée dans cette violence. Autrement dit, la subjectivité n'est pas simplement ce qui est empêché par la politique, c'est aussi ce qui se construit dans la politique. Et en ce sens-là, nous avons intérêt à penser non seulement comment les discours, comme ceux de Bolsonaro, eh bien, ils imprègnent la subjectivité des homophobes, des sexistes, des racistes, bien sûr que c'est vrai, mais ils imprègnent aussi la subjectivité de toutes celles et tous ceux, d'une part, qui subissent ces discours, mais aussi, même sans les subir, qui y résistent. Et donc, en ce sens-là, la politique, ça n'est pas simplement ce que les gens subissent, mais c'est aussi ce qu'ils en font. Je m'arrête ici et je redis vraiment combien j'ai eu plaisir à discuter ces deux interventions.
Merci beaucoup, Eric Fassin, pour cette belle intervention et discussion des deux précédentes interventions. Je reprends la parole pour poser deux questions qu'on a reçues pour les différents intervenants et intervenantes. Donc, la première, c'est de Sarah Daniel. Est-ce que l'incitation à la violence dont parle Madame Grossi de Bolsonaro a eu un impact dans l'augmentation des violences contre les femmes? S'il y a eu une augmentation des violences contre les femmes. Et je vais passer tout de suite à la deuxième question, qui est pour les deux, Diego et Myriam. Quelles sont les données qui pourraient témoigner concrètement du changement de la réalité économique et sociale des femmes et des personnes LGBTIQ+, racisées ou non, avant et après Bolsonaro? C'est deux questions qui se rejoignent. Bon, je vais répondre très rapidement, même si, bon, tout d'abord, merci Eric de tes commentaires. Toujours, j'apprends beaucoup et je pense que c'est très intéressant tout ce que tu proposes. En répondant donc à Sarah et à la deuxième question, on a, disons, deux phénomènes qui vont ensemble et qui se complètent. D'une part, depuis 2019, on a eu une augmentation effective, réelle, du nombre de féminicides au Brésil et d'augmentation aussi des notifications de violences contre les femmes, dans les plusieurs catégories que la loi qu'on a au Brésil, la loi Maria da Penha, le classifie. Mais en plus de cette augmentation qu'on a eue de violence depuis 2019, qui est aussi très en rapport avec disons, plusieurs libérations qu'on a eues de l'usage d'armes et de vente d'armes et de numéros d'armes que les gens peuvent avoir chez eux. Et bon, c'est très évident qu'il y a un rapport direct entre armes et assassinat des femmes par leurs compagnons. Donc, il y a eu cette augmentation de violence létale, numériquement très forte, depuis début 2019. Et là, on peut le mettre très en rapport avec les non-politiques de soutien aux femmes contre les violences et les politiques d'augmentation et de libération d'armes. Donc là, c'est la question, disons, Bolsonaro. En plus, depuis le début de la pandémie, donc depuis un an, on va avoir une augmentation très impressionnante du nombre de violences qu'on nomme affectives, conjugales, domestiques, etc., dû particulièrement au fait que, les couples ont dû rester plus de temps ensemble chez eux. Les enfants qui auparavant allaient à l'école, donc une partie de la journée, maintenant restent à la maison et en plus doivent suivre des cours par Internet, ce qui, surtout dans les couches populaires, est très complexe, puisqu'ils ne peuvent accéder que par le téléphone portable de la mère, par exemple. Même s'il y a 3, 4, 5 enfants, il y a un seul téléphone portable, en général, téléphone portable qui est pré-payé, je ne sais pas si on dit ça en français. Donc, vous imaginez que c'est très complexe, le manque d'accès au monde virtuel, aussi pour les enfants. Donc, en plus de ça, on a eu une augmentation immense de la pauvreté, en pensant surtout dans les couches populaires où la subsistance se fait au jour par des petits travaux de vente dans la rue, de services, surtout pour les femmes, le service domestique à la journée, donc un service qui n'est pas garanti par ce qu'on appelle au Brésil carteira assinada, que ça veut dire que tu as un contrat de travail. Donc là, on a vu énormément des femmes, surtout des femmes, qui ont perdu
leur support économique, leur travail, puisque c'était un travail domestique, et du fait que pour les hommes, et si on prend déjà les statistiques de travail hommes-femmes, surtout dans les couches populaires qui sont la majorité de la population, déjà les hommes n'avaient pas autant de travail que les femmes, que les foyers étaient déjà soutenus économiquement par les femmes, ce qu'on appelle ici au Brésil femmes chefs de famille, qui est une donnée statistique de l'Institut IBGE, de l'Institut qui fait des recherches statistiques ici au Brésil. Donc, tout cela pour dire que les violences conjugales, elles ont augmenté d'une façon exponentielle due justement à cette double relation entre enfermement et, je finis, et bon, manque de moyens économiques. Donc là, je pense que ce sont les deux questions. Et si, bon, j'ai déjà répondu un peu sur les données d'avant et d'après, qui était la deuxième question. Merci. Donc moi aussi, je réponds très rapidement. Je peux citer, par exemple, que pendant l'élection même, il y a eu une enquête qui était nommée « Violence contre les LGBT » dans les contextes électoral et post-électoral. Elle était réalisée par l'association et revue Género y Número, genre et numéro, qui a enquêté quelques personnes, 400 personnes auto-identifiées comme LGBT dans 4 villes du Brésil, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 3 villes en fait. Et cette recherche, elle a indiqué que au moins 51% des personnes enquêtées ont vécu au moins un épisode de violence associé au contexte électoral de 2018. Donc, quelques personnes ont vécu plusieurs violences et en plus de ces chiffres, c'est que j'essaye d'attirer l'attention aussi dans les recherches que je développe, c'est pas que le données quantitatif. Parce qu'il faut attirer l'attention aussi qu'il y a une grande précarité des données officielles concernant les LGBT-phobies au Brésil. La dernière recherche officielle qui a été faite au Brésil, ça date des gouvernements du Parti des travailleurs. Depuis lors, on n'a pas eu des données officielles. Donc, les données, ils sont normalement produites par des associations d'une manière qui aujourd'hui, de plus en plus, a moins de subventions de l'État qui était le cas avant. Donc, il y a des données quantitatives malgré la grande précarité des données officielles, mais ce que je voulais attirer l'attention, c'est les caractères de la violence. On a des personnes qui sont agressées en utilisant les noms, les prénoms du président. On a des personnes qui sont, c'est les caractères légitimés de la violence. Alors qu'avant, on avait des politiques publiques comme le Brésil sans homophobie, même avec toutes les critiques qui ont été faites au programme et toutes les limites qu'il avait. Aujourd'hui, on a un inversement et au lieu de la prévention de politique pour empêcher ou pour éviter la violence, on a la violence en plus d'être légitimée comme une façon, comme un étendard, comme une idéologie de ce gouvernement. Et ça change tout parce que ça autorise les personnes, et c'est que j'ai pu voir aussi dans ma recherche, c'est que ça donne cette autorisation, ça normalise la violence et ça fait que la violence soit plus combattue, mais soit quand même encouragée. Voilà, merci. Merci beaucoup, Diego. Moi, j'aurais bien aimé continuer cette discussion avec vous autour d'un verre, mais malheureusement, ça, c'est pas facilité par les Zooms.
Quand même, je tiens à vous remercier énormément pour cette séance extrêmement intéressante. Il me semble que au-delà du fait, au-delà de la situation absolument tragique qu'on vit au Brésil à ces moments, elle nous montre comment cet énoncé féministe classique du personnel et politique, il continue à se montrer un clé d'analyse absolument présent et puissant. Parce que, comme vous avez bien montré, c'est parmi les relations de genre, mais aussi les relations de la famille, qu'on continue à voir se reproduire une structure de pouvoir qui insiste à ne pas se laisser dépasser et qui insiste à rester là. Et bon, avec l'espoir que ça puisse changer bientôt, on vous invite à... Juste, Fernanda, je crois qu'Eric Fassin voulait ajouter quelque pardon, chose. Eric. Non, pardon, je suis désolé, je voulais pas... Enfin bon, Non, j'ai non. commencé. Donc merci, je vais dire juste en une phrase, puisque gentiment vous me donnez la parole. Mais je voulais juste dire que, en fait, on peut réfléchir à ce que vient de dire aussi Diego sur l'effet d'encouragement des violences par le discours politique. On peut y réfléchir en France aujourd'hui. C'est en particulier ce à quoi nous essayons de réfléchir sur l'impact des propos tenus par des ministres sur les universitaires et la montée en puissance des discours violents et des menaces contre des universitaires. Donc nous essayons de réfléchir à comment prouver ça devant la justice, ce qui n'est pas évident, vous l'imaginez bien. Mais c'est pour dire qu'on ne parle pas seulement d'ailleurs. Non, non, c'est clairement quelque chose d'international. Et un peu dans cette sens, on vous invite aussi à participer de notre prochaine séance, ça sera le 19 avril, où on va discuter sur réseaux sociaux et cyberféminisme. Donc, tout ce nouveau espace des militances politiques qui est bien investi, soit par des groupes antiféministes, soit par des groupes féministes. Et bon, comme c'est déjà 8 heures dépassées, malheureusement, je vais finir la séance, mais je vous remercie à nouveau. Ça me fait énormément plaisir de vous voir et dans l'espoir de pouvoir renouveler ces discussions un autre jour en live. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci aux organisatrices Merci beaucoup, du bonne séminaire. soirée. Merci à vous. Merci Au beaucoup revoir à à tout le toutes et monde. tous. Merci Au revoir beaucoup. Myriam et Diego et tout le monde. Au revoir.